Dans cette calme région du Devon, appelée Vallée de Tamar, se trouvait autrefois un port industriel très animé. Appelé Morvelham Quay, cet endroit retrouve à présent la vie qu'il aurait eue à l'époque du roi Édouard VII. Il fait bon vivre. Il y a des matins où c'est vraiment ce qu'on ressent. Les archéologues Alex Langlands et Peter Ginn et l'historienne Ruth Goodman ont décidé de vivre comme des fermiers édouardiens pendant une année complète. Du calme! En plus de la ferme, ils se sont attaqués aux diverses activités rurales qui faisaient autrefois la richesse du Devon. Hé! On en a attrapé un! Le printemps est enfin arrivé, avec son lot de naissances et de nouveaux pensionnaires. Ruth a participé à la récolte des premiers produits du jardin maraîcher. Et l'équipe a célébré Pâques à la mode édouardienne. Alléluia! Alléluia! Allez, mes jolis! Nous sommes en avril. Suivant les traditions des fermiers du Devon, qui avaient toujours un pied sur terre et l'autre dans la mer, Ruth cherche à tirer profit de l'océan. Le poisson fumé se garde très longtemps. Tandis qu'Alex et Peter troquent la charrue contre le chalut. Personne n'a jamais pêché comme ça sur ce bateau. Mais les fermiers doivent également veiller sur la vache qui attend un petit. L'agrandissement de leur cheptel est un élément déterminant dans le succès de la ferme édouardienne. Les quantités de poissons présentes autour des côtes du Devon garantissent un revenu convenable aux pêcheurs qui acceptent de braver les éléments. Et même avant l'utilisation de bateaux pour la pêche, les habitants fouillaient ces plages pour ramasser des fruits de mer. Cette tradition était toujours en vigueur pendant l'époque édouardienne. Aidée par John Wright, Ruth arpente les côtes du Dorset à la recherche d'un crustacé très populaire à l'époque, la crevette grise. Il suffit de racler le sable pour effrayer les crevettes. Alors elles sautent et retombent dans le filet. Les plus grosses arrivent même à sauter par-dessus le filet. Vraiment? Oui, mais on peut les attraper à la deuxième tentative. John enseigne l'art de trouver de la nourriture sur terre et dans l'eau. J'ai vu beaucoup d'images de gens qui ramassaient de la nourriture au bord de l'eau. Et il y a deux catégories de femmes. Il y a les jeunes filles qui relèvent leurs jupes, et les gens les prenaient souvent en photo, parce qu'à l'époque, c'était pratiquement considéré comme de la pornographie, les chevilles visibles. Oui, j'imagine. C'est un peu aguichant. Et il y a d'autres images où on voit surtout des femmes plus âgées, plus matures, et elles vont dans l'eau sans relever leurs jupes, par pudeur. Et c'est typiquement le genre d'activité qui était pratiquée par ceux qui n'avaient pas d'autres revenus. Par contre, les grands gaillards costauds allaient pêcher en bateau, parce que ça rapportait beaucoup plus d'argent que de fouiller les berges. Toujours rien. Oh, vous en avez attrapé. Oui, à l'instant. Vous êtes meilleur que moi. Et c'était votre premier essai. Vous en avez attrapé une dizaine. C'est fantastique. Vous pourriez gagner une fortune à force. On peut voir que c'est une crevette grise grâce aux petites taches sur le dos. C'est un camouflage pour passer inaperçu dans le sable. Les fruits de mer étaient tellement nombreux et faciles à attraper qu'ils ne valaient pas grand-chose au marché. C'était la nourriture des pauvres. Mais Ruth a trouvé un moyen d'augmenter leur valeur. Je me disais que je pourrais faire des crevettes à la muscade. Il y a de l'ail qui pousse dans toute la vallée, alors en ajoutant un peu d'ail, ça pourrait être très bon. Et si je mets ça dans des petits ramequins pour la présentation, ça peut se vendre facilement, sans avoir besoin d'en faire beaucoup. À la fin de la matinée, Ruth a tout juste de quoi remplir un seau de crevettes. Ce n'était pas si facile que ça. Vu le nombre, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de crevettes par ramequin. Oui, il faudra prendre des petits ramequins. Oui, je vais être obligée, je crois. Grâce aux réserves de foin, Peter et Alex ont réussi à préserver leur troupeau de bovins, malgré l'hiver le plus rude de ces 30 dernières années. Maintenant que le printemps est arrivé, les fermiers sont censés emmener leurs animaux se nourrir dans les pâturages. Mais en bas de la vallée, l'herbe est rare.
Il y a tellement peu à manger dans ces prairies que nous avons cédé à la tentation d'un pré qui se trouve beaucoup plus haut, en amont du fleuve. Nous devons conduire tout le troupeau là-bas, en suivant un sentier qui remonte le long du versant de la vallée. Mais c'est un chemin un peu risqué. Et nous n'allons pas imposer ce trajet à tous les animaux. Alex a choisi de ne pas emmener l'une des vaches car elle devrait bientôt mettre bas. C'est celle-là, hein? Oui. Ce précieux veau destiné à la vente reste également ici. Allez, toi aussi. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien. Sarah Burt est une fermière de la région. C'est la propriétaire de ce fameux pré situé à 5 km en amont du fleuve. Elle est venue les aider à y conduire le troupeau. Je pense que l'herbe de là-haut leur plaira. J'en suis convaincu. De l'herbe bien fraîche. Allez, en avant! À l'époque édouardienne, les bovins constituaient une importante source de revenus. Allez, allez! Pour un fermier édouardien, un tel troupeau aurait coûté presque 6 ans de salaire. Il est donc impératif que les bovins atteignent leur nouveau pâturage sans encombre. Elles doivent s'habituer au sentier. Allez, un beau pré vous attend. Elle, c'est la chef. Tous les autres la suivent. Avant l'apparition du train et de la voiture, le seul moyen de déplacer le troupeau de la ferme au marché était de l'emmener à pied. À l'époque médiévale, il arrivait même que des éleveurs conduisent leurs troupeaux sur de très longues distances. Ils le faisaient par exemple depuis les terres écossaises jusqu'à Londres. Et à l'époque édouardienne, cette pratique existait toujours. Mais avec l'apparition de la voiture, c'est devenu de plus en plus dangereux d'emmener les troupeaux à pied. Des sentiers ont été créés au fil des siècles. Allez! Allez. Évidemment, l'invention du chemin de fer a grandement facilité le transport du bétail sur de longues distances. Et en plus, si on enferme les animaux dans un wagon, ils ne perdent pas de poids. Ils ne font aucun effort. Alors qu'en leur faisant faire de longs trajets à pied, ils risquent d'abîmer leurs sabots et de maigrir un peu, ce qui, au final, leur fait perdre de la valeur. Allez, on avance. Hé! C'est la chef. Elle veut absolument me dépasser. Comme elle commande le troupeau, elle veut être devant moi aussi. Allez, mes jolis. On déplaçait parfois jusqu'à 400 animaux à la fois. Mais Peter et Alex ont du mal à garder leur petit troupeau sur le bon sentier. Allez! Non, 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 pas par là. Regarde, elle quitte le sentier. Allez. Allez! Allez, mes jolis. Allez! S'ils ne reprennent pas rapidement la situation en main, ils risquent de perdre le troupeau tout entier. Rappelle-les, Peter. Allez, mes jolis. Je crois que les vaches sont descendues jusqu'au fleuve. C'est vraiment extraordinaire. Sur la plage, John aide Ruth à trouver une autre friandise oubliée, une algue comestible. Il en existe plusieurs sortes. Ça, c'est la plus répandue. Sa texture est étonnante. C'est une membrane très fine, mais qui a l'air très dure à mâcher. On ne dirait pas du tout qu'elle est comestible. Elle s'appelle Porphyra umbilicalis, et une fois bouillie, elle donne une sorte de purée d'algues. Il y en a énormément par ici. On ne risque pas d'en manquer. Non, parce que personne n'en ramasse, tout simplement. Mais à l'époque, cette algue était très prisée par les plus pauvres, car c'était un repas bon marché et nourrissant. C'est plein de protéines. On pourrait presque se nourrir exclusivement de ça. J'en ramène pour les garçons. Je ne sais pas s'ils en ont déjà mangé. Oh, c'est pas vrai. Vous allez où? Allez! Alex et Peter essayent toujours de rassembler le troupeau. Mais ce n'est pas chose facile, étant donné que chaque vache pèse presque une demi-tonne. Allez! Allez! Je viens de descendre en courant une pente presque verticale pour essayer de passer devant le troupeau. Ils étaient en train de prendre une sacrée tête d'avance. Le troupeau est enfin de retour sur le bon sentier. Allez, allez! Allez, mes jolis. Quand Sarah nous a proposé d'utiliser ces pâturages en amont du fleuve, nous avons sauté sur l'occasion. Le temps est tellement sec que malgré les hausses de température, l'herbe ne pousse pas suffisamment. Cette délicieuse herbe printanière que les vaches ont attendue tout l'hiver.
Allez! Enfin, ils atteignent leur destination. Tout le troupeau se dirige vers ce pré là-haut. Il y a toute l'herbe qu'il nous faut ici. Ça devrait leur permettre de tenir 2 ou 3 semaines. Peter vient de me crier, il fait bon vivre. Mais il y a des matins où c'est vraiment ce qu'on ressent. C'était formidable. Ça devrait être bon. À la ferme, Ruth s'occupe des crevettes. Une autre fournée de prête. Elles ont bouilli pendant 4 minutes. Elles changent de couleur quand on les cuit. Elles deviennent un peu plus roses. Dans les meilleurs magasins d'alimentation, on trouvait des petits pots de crevettes cuisinées, prêtes à servir. Et dans les meilleurs restaurants aussi. On ne peut pas faire fortune avec des fruits de mer. Mais par contre, on est à peu près sûr d'en trouver facilement. L'étape suivante consiste à ajouter du beurre fondu. Dans son livre, Madame Beaton propose de mettre du piment de Cayenne et du massis. Et comme l'ail pousse absolument partout dans les alentours, je me suis dit que je pouvais en mettre un peu avec les crevettes. Mais pas trop, parce que ce n'était pas un ingrédient très apprécié à l'époque. C'est une des techniques de conservation les plus simples. La graisse obtenue à partir du beurre remplit chaque espace vide dans le pot, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'air. Sans oxygène, les bactéries ne peuvent pas se développer et la nourriture se conserve mieux. Ça ne va pas me rapporter énormément d'argent, mais c'est un bon petit revenu supplémentaire, plutôt fiable. En septembre, Alex et Peter avaient construit une meule de foin pour nourrir le bétail pendant l'hiver. On peut vérifier qu'il est comestible. Maintenant que les vaches mangent à nouveau de l'herbe, il y a un excédent de foin qui, selon les traditions édouardiennes, doit être vendu. Alex a donc demandé au fermier Francis Mudge de vérifier sa qualité. Ça sent bon, oui. C'est tout à fait comestible. L'odeur est plutôt douce, presque sucrée. Les bovins peuvent en manger, pas de problème. Il faut ce genre d'odeur? Oui, et une bonne consistance. Nous avons pu faire des bottes avec une partie du foin de la meule. Ça vient du haut de la meule, n'est-ce pas? Oui. On voit que la qualité est moins bonne que dans le bas de la meule. Et j'ai l'impression que ça ne vient pas du même endroit. En effet, ça vient d'un pré plus en hauteur. Oui, le foin est plus épais et plus dur que dans le bas. Mais vous pensez que je peux quand même le vendre? Oui, les animaux peuvent en manger. Ils voudront bien en manger. Oui. Très bien. L'agrandissement des villes édouardiennes nécessitait davantage de chevaux qu'il fallait nourrir. La vente de foin représentait donc un commerce juteux. Notre principal souci, c'est de savoir si cette qualité est suffisante pour le vendre au marché. Oui, vous pouvez le vendre. Et les animaux en mangeront. Il n'y a pas de problème. Il est juste un peu plus dur que le reste. Mais ils en mangeront quand même. Ça reste du foin de bonne qualité. Maintenant qu'ils se sont débarrassés du foin en trop, Alex et Peter peuvent se concentrer sur la vache qui a été exclue du voyage. La naissance du veau est une première pour eux. Ils demandent donc conseil à une vieille amie. Salut, Sue. Salut, comment allez-vous? Content de te revoir. Sue Farquhar élève des bovins du Devon depuis plus de 15 ans. Et son troupeau compte un nouveau venu. Quel âge a-t-il? Il est né hier matin. D'accord. Ça s'est bien passé? Il était déjà sorti quand je suis arrivée. Nous avons un veau qui va naître très bientôt. Dans les 2 semaines environ, je dirais. D'accord. Est-ce que nous risquons d'avoir des difficultés à ce moment-là? Dans l'ensemble, non. Si c'est une génisse qui n'a donc jamais donné naissance, il faut lui laisser beaucoup de temps. Mais dans le cas d'une vache plus âgée, parfois on vient la voir et rien ne bouge, et une demi-heure plus tard on revient et il y a un veau par terre.
Juste avant qu'elle mette bas, sa chair devient un peu molle à l'arrière. Ici, de chaque côté de la base de la queue, ça devient plus flasque. Vous voyez, celle-ci est encore molle. Elle n'a pas encore récupéré toute sa fermeté après la naissance. C'est un bon indicateur. Et à ce moment-là, il nous reste combien de temps? 2 ou 3 jours, je dirais. Et je suppose que pendant que la vache met bas, on n'a pas besoin de beaucoup intervenir. Avec un peu de chance, vous irez la voir un matin et le veau sera déjà là. D'accord. Nous sommes à la mi-avril. La ferme est en pleine floraison et les crevettes de Ruth ont l'air en bonne voie. Le troupeau se régale dans le nouveau pâturage et l'équipe surveille attentivement la vache qui est sur le point de mettre bas. Mais il y a un détail qui tracasse Alex. Pour traverser le Tamar par la route, il faut parcourir 20 km aller-retour. Ce fleuve, c'est comme une sorte de frontière naturelle entre notre ferme et tous les villages situés de l'autre côté. Il décide donc de fabriquer un coracle, un ancien bateau portable conçu pour transporter un passager. Pour l'aider dans cette tâche, il a recruté Sean Hellman, un expert du travail du bois. Salut Sean. Salut! Sean fabrique des coracles depuis 20 ans en se servant de techniques transmises à travers les siècles. Alors, par où on commence? D'abord, on coupe du bois de saule. J'ai fait ça ce matin. Les branches sont fraîches et très flexibles. Oui, je vois ça. C'est un arbre qui pousse très vite. Et j'imagine qu'à l'époque édouardienne, ils en savaient beaucoup plus sur le bois que nous. C'est pratiquement certain. Ce qui est bien connu, c'est qu'il faut des types de bois différents selon ce qu'on veut en faire. Le saule est très flexible. C'est donc parfait pour faire des paniers ou bien un coracle. Pour maintenir les baguettes de saule en place, Sean utilise un gabarit. C'est parti. C'est pile la bonne taille. Là, on a suffisamment de marge. Si on le courbe, ça nous donne un grand espace. Ça vient se placer là? Oui. Toutes les baguettes sont différentes, c'est ça? Absolument. C'est l'un des plaisirs du travail du bois. Ensuite, il faut les tresser ensemble pour constituer la coque, en quelque sorte. Est-ce que tu as déjà fabriqué des paniers? Ça m'est arrivé, mais ils étaient beaucoup plus petits que ça. Et l'enjeu était différent. Ils n'étaient pas censés me protéger de la noyade. Alors... Le tressage que nous allons faire est très basique. Rien de bien compliqué. Le coracle était utilisé pour toutes sortes d'activités. Traverser les rapides, attraper des lapins surpris par la crue et, bien sûr, pêcher. Très bien. Maintenant que les côtés prennent forme, il faut fabriquer le banc. Et voilà. Bien, donc ça se met là. Oui, jusqu'en bas. Maintenant, je dois le courber un peu, comme ça. Surtout à cet endroit, ici. Et à l'autre extrémité, de manière symétrique. C'est pas la peine de courber le milieu, qui correspond au bas. Vas-y, plie-le un peu et tire dessus. Tu sens comme ça se courbe? Oui, ça marche. Par contre, j'ai peur de le retirer. Est-ce qu'il risque de... Se casser? Maintenant, c'est sûr, il faut le retirer. J'aurais dû te laisser t'entraîner sur une autre baguette. Cet incubateur, construit par Peter il y a quelque temps, correspond aux avancées technologiques édouardiennes dans le domaine de l'élevage des truites. Les larves ont éclos et Peter les a laissées grandir seules. Mais l'élevage est une science délicate et leurs chances de survie sont minces. Aujourd'hui, Peter vient regarder comment se portent les jeunes truites. Elles ont commencé à éclore en novembre. On est en avril, donc elles doivent avoir bien grandi. Je devrais pouvoir les voir, même si ce ne sont pas des gros poissons. Mais gros ou pas, pour l'instant, je ne vois rien. Non, on dirait vraiment qu'elles ne sont pas là.
Logiquement, elles ont cherché à se nourrir. Elles ont dû passer par cet écoulement d'eau, descendre par ici et suivre ce petit ruisseau. Je n'arrive pas à y croire. C'était un projet tellement passionnant. Par ici. C'est un vrai désastre. Bien fait pour moi. J'aurais dû mieux consolider l'incubateur. Oh là! Peter suit le ruisseau jusqu'au bassin de réserve du moulin. Elles sont dans le bassin de réserve. Je les vois. C'est un grand étang. Plutôt confortable. Mais il y a sans doute des prédateurs dans l'eau et autour du bassin. Alors, si on veut conserver notre stock de truites, il faut les récupérer pendant qu'elles sont encore petites. On commence vraiment à voir émerger la forme du coracle maintenant. Je le sens plutôt bien en fait. C'est peut-être de l'enthousiasme naïf, mais je le vois bien supporter le poids d'un homme sur l'eau. Oh, une fois le tressage fini, on pourra marcher dessus. Ah d'accord. Tu verras, il peut supporter ton poids sans problème. Bon, ça tient bien. Bien, les dernières baguettes sont tressées. On a terminé? Presque, oui. Je me mets à genoux dessus Et hop! et j'appuie un peu. À l'origine, les coracles étaient recouverts d'une peau de cheval ou de vache. Tu peux tirer sur ce coin? Mais à l'époque édouardienne, on avait commencé à utiliser du calicot enduit de goudron, un tissu solide, léger et imperméable. On met par-dessus le rebord. Et voilà, et maintenant qu'on a bien enveloppé le coracle, il faut coudre le calicot dessus. C'est un peu plus difficile que de coudre des boutons de chemise. Une fois cousu, le coracle est terminé et devrait durer plusieurs années. Il faudrait que je l'essaie maintenant, pour voir si je tiens dedans. À l'époque édouardienne, les produits ménagers étaient vendus en magasin. Mais il était fréquent que les fermiers continuent de les faire eux-mêmes. Ruth prépare de la lanoline, une graisse naturelle obtenue à partir de laine de mouton. La peau humaine absorbe facilement la lanoline, alors on l'utilise pour fabriquer beaucoup de pommades. C'est aussi très efficace pour graisser les appareils. Comme c'est une substance naturelle, le bois l'absorbe très facilement. Donc ça peut servir de lubrifiant pour des portes en bois, par exemple. Pour réchauffer la laine, Ruth utilise une bassine en fonte posée sur ce four à charbon. Maintenant, il faut faire bouillir. Ça permet de faire fondre les graisses et de les extraire de la laine. Ensuite, les graisses remontent à la surface de la cuve. Elles sont parties? Elles sont toutes parties. Toutes sans exception. Alors, C'est une vraie calamité. il n'y a plus de truites dans ton incubateur. Oui, c'est ça. Peter et Alex sont venus récupérer les jeunes truites dans le bassin de réserve. Elles sont là, mes truites. C'est l'occasion rêvée de tester le coracle d'Alex. C'est quoi? C'est un gilet de sauvetage de 1912. Le même modèle que sur le Titanic. Ça va nous porter chance, ça. Peter et Alex fabriquent un filet équipé de flotteurs en liège pour récupérer les truites dans le bassin. Alors? Parfait. C'est le voyage inaugural du coracle qui doit maintenant faire ses preuves. Ça flotte. Mais est-ce que ça peut flotter avec un Peter Jean dedans? C'est ça la question. Commence par poser ton pied bien au milieu. Reste au milieu. Reste bien au milieu. C'est bon.
Bon, on oublie le coracle. Faut que je repêche mon chapeau. Tu as bien conscience que toutes les truites du bassin ont dû filer le long du ruisseau. Peter est trempé, mais il parvient quand même à utiliser le coracle. Maintenant, il doit attraper les poissons. Ton chapeau, Peter, juste derrière toi. Ah oui. Bien. Prenons le filet. S'il y a des truites là-dedans, elles sont très bien camouflées. Alors? Pas de poisson? Non, je vois rien. C'est notre dernier essai. Oui, le dernier. Oh, tiens. Regarde ce qu'on a. C'est pas beau, ça? Malgré cette prise, la plupart des truites ont échappé au filet. Peter doit sans doute dire adieu à son rêve de devenir un éleveur de truites édouardiens. On se retrouve à la ferme, d'accord? Hey! Alex! N'y pense même pas! Comment est-ce que je vais sortir de là, moi? Alex! Le lendemain, la lanoline de Ruth est prête. Maintenant, ça a bien refroidi. Et toute la graisse est remontée à la surface. Ça ressemble un peu à du beurre qui flotte sur l'eau. Je n'ai plus qu'à récupérer tout ça. Une fois mise en pot, la lanoline doit durcir un moment pour être ensuite prête à l'emploi. Tous les matins, Alex et Peter viennent voir comment se porte la vache qui devrait bientôt mettre bas. Tu sais ce qu'a dit Sue à propos de cette partie du corps? Les muscles, là? Oui. Ils sont encore assez tendus. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais avant cela, il y a un problème plus pressant à régler. Il va falloir trouver un moyen d'éloigner les mouches. Et la priorité, je pense, c'est de protéger ces pies, qui deviennent vraiment fragiles. Pour éviter que les insectes ne s'y attaquent, il faudrait les recouvrir de lanoline. Heureusement pour nous, Rousse en fait toujours plus qu'il n'en faut. Là, on peut voir les problèmes causés par les mouches. Juste là, il y a un peu de sang. Nous avons beaucoup entendu parler de la férocité des insectes de la région. Nous sommes seulement en avril, avec des températures plutôt basses pour la saison. Mais il y a déjà beaucoup de mouches. C'est mauvais signe. À l'époque édouardienne, c'étaient les veaux qui rapportaient le plus d'argent aux fermiers. Alex et Peter doivent donc surveiller constamment l'état de santé de la vache. Mais en attendant la mise bas, ils proposent à leur ami Francis Mudge de leur acheter le magnifique veau qu'ils ont gardé à la ferme. Le voici, En effet. notre petit veau du Devon. Ouais. Je crois qu'il est temps que nous commencions à tirer profit de notre bétail. Il a l'air en bonne santé. Il a une belle robe. Allez! 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 Tu vas faire baisser ton prix si tu continues. Il faut que tu montes sur ce bateau. Si je peux pas l'emmener, je peux pas l'acheter. Allez, allez mon gars, avance. Voilà, c'est bien. Allez, allez, avance. Avance. Il faut pas qu'il s'assoie ici maintenant. Il voulait pas partir, dis donc. Il devait se sentir bien à la ferme. Ça ferait une belle escalope, ça. C'est un peu dur. La prochaine fois qu'on le verra, il sera dans l'assiette. C'est comme ça. Je sais. Pendant ce temps, Ruth prépare un encas bien nourrissant avec les algues qu'elle a ramassées.
Ça fait 10 heures que ça bout. 10 heures? Oui. Ça va être une vraie expérience gustative, j'imagine. Ça a un goût assez fort. Tu t'es bien amusé sur la plage, alors? Oui. Et je ne savais pas que c'était ce type d'algues. Parce que j'en mangeais quand j'étais petite, savez-vous? Pendant des siècles, c'était une nourriture de dernier recours. Si rien d'autre ne marchait, que les récoltes étaient détruites ou qu'on n'avait plus de travail, on pouvait toujours aller à la plage et ramasser des algues. On sent bien la plage, en tout cas. N'est-ce pas? C'est quand même étrange de vivre sur une île entourée de toutes ces sources de nourriture et de n'en connaître quasiment aucune. La mer, c'est une sorte de frontière, non? Je me disais, les crevettes à la muscade étaient plutôt bonnes. Je pensais faire fumer quelque chose. Peut-être faire du poisson fumé, avec ce que les pêcheurs ramènent. En parlant de ça, Peter et moi, nous avons trouvé des postes de matelots de pont Vraiment? sur un chalutier. Et pas n'importe quel chalutier. Celui-là n'a pas pêché depuis 70 ans. Et qui est-ce qu'il recrute? Pas des pêcheurs chevronnés? Alex et moi. Des débutants absolus. Mais on y arrivera. On ramènera plein de poissons. Je te rappelle que tu as renversé le coracle en un temps record. 30 secondes. Oui, mais cette fois, ça ira mieux. Parce que j'ai appris de mes erreurs. Mais avant qu'on parte, je dois fabriquer des cordes pour le bateau. Pour les filets? Oui, et pour toutes sortes d'usages sur le pont. Oui, mais je crois qu'il faut qu'on te prenne un peu de l'anoline. Bien sûr, elle ne sert pas beaucoup ici. Apparemment, c'était utilisé comme lubrifiant pour le gréement. Ah bon? J'ai cru que tu avais peur d'abîmer tes petites mains, Peter. Pour se préparer à cette expédition, Alex est venu voir Ted Baker, un cordier professionnel. Bonjour Alex, comment vas-tu? Très bien. Tout à fait. C'est à base de sisal, qui est une fibre très fine. Ces fibres sont assemblées pour former des ficelles qui servent à fabriquer la corde. Une fois qu'on aura bien entortillé et tressé les fils ensemble, la corde pourra supporter une demi-tonne. D'accord. Dans une corderie, il faut beaucoup marcher. D'accord? Alors, voici la première mission que je te confie. Il faut que tu fasses courir le sisal jusqu'à l'autre bout du chemin et que tu l'accroches à la roue sur le crochet de droite. D'accord, c'est parti. Petite précision, Alex. À l'époque, il faisait ça au pas de course. Très bien, je vais accélérer. Accroche-le sur le crochet de droite et reviens. La corderie de Morvelham Quay mesure presque 20 mètres de long. Très bien. La plus longue corderie de Grande-Bretagne est celle de Chatham Docks sur le Medway. Toujours utilisée aujourd'hui, elle est longue d'un demi-kilomètre. À l'époque, les ouvriers la parcouraient en bicyclette. Et maintenant, nous allons tourner la manivelle de l'autre côté, ce qui va assembler ces fils deux par deux. Nous aurons ainsi 3 grosses ficelles, qu'on appelle des taurons, à partir desquels nous fabriquerons la corde. 27, 28, 42, 48, 49, 50. Maintenant que les 3 taurons sont prêts, Alex peut commencer à les assembler pour fabriquer la corde, grâce à un petit objet appelé toupin. En réalité, ça se fabrique tout seul. Je n'ai pas grand-chose à faire. Je dois juste éviter que ce toupin ne tombe. Mais c'est génial. On voit les torsions se former au fur et à mesure. Je pense qu'elles s'enroulent bien comme il faut. C'était souvent des jeunes gens qui faisaient ce travail. 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Et ils devaient fabriquer presque 5 km de cordes par jour. 5 kilomètres? Par jour, oui. Pendant la torsion, il s'est créé un excès de tension qu'il faut évacuer. Vas-y, tire bien fort. J'ai pas envie d'arracher le poteau. Tu peux la lâcher maintenant. Et voilà, on a une belle corde bien droite. Ruth veut également participer à l'aventure. Mais à l'époque, on pensait que les femmes portaient malheur sur un navire. Alors elle a décidé de rester sur la terre ferme et de faire fumer quelques maquereaux. Dans le Devon, beaucoup de gens vivent avec un pied sur terre et l'autre dans la mer. Ils combinent ces deux types d'activités. Et dans cette partie du monde, à l'époque, il était fréquent de gagner sa vie en traitant les poissons qui avaient été pêchés. Alors je me suis dit qu'il serait judicieux d'installer un petit atelier de fumage. D'abord, il va falloir que je trouve comment calfeutrer les fenêtres.
Ensuite, je vais avoir besoin de rails pour suspendre les poissons. Le sol est parfait. Je peux mettre des petits tas de sciures de bois au centre et les laisser se consumer pour enfumer la pièce. C'est drôle qu'on puisse mettre en place une production commerciale si importante dans une petite cabane abandonnée. À l'époque édouardienne, le Devon était au cœur de l'industrie de la pêche de Grande-Bretagne. C'est là que la pêche au chalut a pris un nouvel essor, pratiquée par les bateaux les plus puissants de l'époque. Et chaque année, plus de 10 000 tonnes de poissons étaient déposées dans les ports du Devon. La plupart des navires embauchaient des matelots temporaires, et les fermiers du Devon pouvaient ainsi gagner un peu d'argent supplémentaire pendant les périodes de creux. Peter et Alex viennent travailler pour Paul Welsh, propriétaire et patron du Key Wade Inn, un vieux chalutier qui fonctionne à la voile. Paul est un marin expérimenté, et il a acheté le Key Wade Inn pour réaliser son rêve d'aller pêcher en pleine mer. Il s'agit là de sa première tentative. Dans l'aventure, il emmène avec lui 7 hommes d'équipage qu'il met au travail sans tarder. L'un des travaux à effectuer sur un bateau, c'est de lubrifier ses filins, appelés des rides, pour qu'ils glissent bien dans ses capes de mouton. J'utilise la lanoline que Ruth a extraite de la laine de mouton. Elle est sous une forme plutôt liquide et gluante. Est-ce que ça vous convient? Ouais, ça fera l'affaire, c'est parfait. Alex a emmené la corde qu'il a fabriquée. Sur un bateau, les cordes sont appelées bouts, et celui-ci est censé stabiliser la barre. Il faut tenir le bout fermement, parce que la barre dirige le navire. Tu peux même lâcher ton poids vers l'arrière quand tu tires dessus. Mais tu comprendras le fonctionnement quand on naviguera à la voile. Ça veut dire que quand on aura levé les voiles et qu'on aura suffisamment de vent, je pourrai contrôler plus facilement la barre, c'est ça? Oui. Il faut constamment remettre du goudron sur la coque. Aujourd'hui, c'est au tour de Peter. Et qu'est-ce que ça apporte au bateau? C'est pour protéger le bois. Sinon, il risque de pourrir, surtout à cause de l'eau de pluie. Par contre, l'eau de mer aide à protéger le bois. Plus un bateau vogue, moins il risque de se détériorer. Beaucoup de bateaux se promènent dans des criques et pourrissent plus vite que les bateaux qui sont tout le temps en mer. J'avais vraiment hâte de faire ça. Je savais qu'en tant que fermier de l'époque édouardienne, dans cette région de l'Angleterre, j'allais devoir travailler la terre, mais que j'aurais aussi l'occasion d'aller en mer. 1, 2, hisse! 1, 2, hisse! Maintenant que l'entretien du bateau est terminé, il est temps d'attaquer le gros du travail, se préparer à naviguer. Construit en 1913 et long de 25 mètres, le Key Wade Inn est l'un des derniers chalutiers à voile du Royaume-Uni. Hissez la grand voile. Oh, hisse! Oh, hisse! Un petit coup de rhum, Peter? Mais avant de boire un coup, ils doivent mettre le filet à l'eau. Une première depuis 70 ans pour ce navire. Je me demandais pourquoi vous transportiez une grosse branche d'arbre. C'est notre poutre. Elle maintient le filet ouvert. D'accord. C'est risqué comme opération. Si jamais la poutre nous échappe et qu'un matelot se prend les pieds dans les cordages, il risque de tomber à l'eau avec le filet. Voilà, le filet est à l'eau. Le filet du chalutier s'appelle le chalut. Pour qu'il fonctionne, il faut que le vent fasse avancer le bateau. C'est ce mouvement qui permet au chalut de rester droit. Si le vent tombe, le filet risque de s'emmêler et de ne rien attraper. Je suis en train de vider les poissons avant de les faire fumer. Je veux qu'ils soient bien plats, que la fumée pénètre facilement. Le poisson frais, c'est bien, mais ça ne se conserve pas plus de quelques jours. Alors que le poisson fumé se garde très longtemps. Avant de faire fumer les poissons, Ruth les frotte avec du sel pour les sécher. Les bactéries ont ainsi plus de mal à s'y attaquer.
Le but est d'avoir un poisson qui se transporte facilement, qui se conserve relativement bien, mais surtout qui a bon goût. Il faut un produit de qualité qui donne envie aux gens de l'acheter sur le marché. Après plusieurs heures de salage, le premier groupe de poissons est prêt à être fumé. Je vais les disposer ici. Il faut de l'espace entre chaque pour que la fumée puisse les entourer individuellement et que les poissons ne se touchent pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'enflammer des brindilles à l'intérieur d'une cabane en bois. Alors j'ai décidé de suivre les conseils de Madame Beaton et de mettre des bouts de fer brûlant dans la sciure de bois pour qu'elle se consume. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu trouver, notamment des fers à repasser et un fer à cheval, et je les fais chauffer au maximum. Puis j'installe des petits tas de sciure dans la cabane. Voici la sciure qui provient des chantiers navals. C'est une matière idéale. C'est un mélange qui contient un peu de bois de pin, mais surtout du bois dur. Le bois dur contient davantage d'éléments chimiques qui améliorent la conservation du poisson. Un peu plus ici. Je ne sais pas si c'est assez chaud. C'est mieux. Ça commence à fumer. Ruth se débrouille plutôt bien avec ses poissons, mais Alex et Peter ont quelques difficultés. Le chalut est toujours dans l'eau, mais nous avons un gros problème. Le vent vient de tomber. Le vent est notre seule source d'énergie. Et il faut absolument que le bateau avance pour pouvoir traîner le filet derrière lui. Maintenant qu'on n'est plus à la ferme, je me disais que nous serions libérés des contraintes météorologiques. Mais une fois de plus, tout se joue là-dessus. Eh oui. À l'époque édouardienne, une invention avait révolutionné la pêche, la machine à vapeur. Les nouveaux chalutiers plus puissants pouvaient tirer jusqu'à 8 fois plus de poissons et ont rendu obsolètes les chalutiers à voile. Alex commence à comprendre pourquoi. Les journées sont difficiles quand on doit lutter contre le vent. Alors quand la machine à vapeur est arrivée, les pêcheurs ont dû se demander « Est-ce que je peux rassembler assez d'argent pour investir dans cet appareil ?» Mais le Devon n'a pas adopté cette technologie tout de suite parce que les réserves de charbon se trouvaient trop loin. Les chalutiers de la région se sont retrouvés à la traîne. La plupart des marins de la région disaient que si on continuait d'utiliser les voiliers, ça permettrait de ne pas épuiser la population de cabillaud dans la mer du Nord, qui pourrait continuer à se renouveler correctement. Mais évidemment, il y avait le facteur économique. Et les bateaux à vapeur attrapaient davantage de poissons les jours sans vent. Grâce à la vapeur, on pouvait pêcher dans n'importe quelle condition. Alors qu'à la voile, on avait besoin d'un vent convenable. Ça signifie que les bateaux de pêche à vapeur ont affecté les populations de poissons autour des îles britanniques? Oui. L'utilisation de chalutiers à vapeur a eu un tel impact que même à l'époque édouardienne, la mer du Nord commençait déjà à souffrir de la surpêche. Ça commence à venir. On a un peu de vent, ça devrait suffire. Enfin, la roue tourne et le vent se lève. Il nous pousse, c'est tout ce qui compte. Ça veut dire que nous sommes officiellement en train de pêcher au chalut. Le Keewaydin avance à 2 nœuds. C'est suffisant pour que le chalut s'ouvre et attrape des poissons. Chaque passage peut durer jusqu'à 5 heures. Ensuite, il faut remonter le filet. Ce système a vraiment révolutionné la pêche. Pour cette opération, en revanche, les pêcheurs du Devon de l'époque ont toléré l'utilisation de la vapeur. Ces cabestans automatiques permettaient de remonter le poisson. À la main, cela aurait nécessité 3 heures d'efforts épuisants. Quand on se dit qu'une bonne prise peut peser jusqu'à 1 tonne, il faut imaginer la puissance nécessaire. Et ça, c'est seulement le poids des poissons, sans compter la résistance de l'eau et le poids de l'équipement en lui-même. La corde est moins tendue, le chalut va sortir. On y est presque. Personne n'a jamais pêché comme ça sur ce bateau. C'est déjà dur de tirer le filet à travers l'eau. Mais c'est encore pire pour le faire sortir de l'eau.
On va le hisser à la main. On voit l'extrémité, mais il est peut-être entortillé, ce qui est très mauvais signe. Nous n'avons presque plus de vent et la marée est en train de nous pousser dans l'autre sens. Nous sommes passés par-dessus le chalut et il est coincé sous le bateau. Enfin, le chalut apparaît. Mais ce qu'il contient demeure invisible. Allez-y! C'est parti! Il y a un problème. Il s'est déchiré, je crois. Ça s'est déchiré sur quelque chose, à cette distance du fond. Il y avait quelque chose qui dépassait? Sûrement, ouais. Le fond est très inégal. Le chalut s'est accroché sur quelque chose qui dépassait du fond marin. Ça a déchiré le filet et raflé la poutre. Et malheureusement, avec toute cette agitation, les poissons se sont sans doute sauvés. Pour un pêcheur édouardien, ce genre d'accident était catastrophique. Sans poisson, pas de salaire. Et voilà notre prise. Nous avons des petits oursins. La pêche est un métier dangereux. Et à l'époque, des dizaines de pêcheurs disparaissaient en mer chaque année. Il était fréquent qu'on ne retrouve jamais leur corps. Sans sépulture, leurs proches devaient vivre leur deuil autrement. Parfois, ils se tournaient vers l'Église et parfois vers le spiritisme. Ô être suprême, bénis cette assemblée et protège-nous lors de notre voyage au-delà du voile jusque dans les contrées de l'inconnu. Les adeptes du spiritisme pensaient qu'il était possible de communier avec les morts. Dans tout le pays, des salons au théâtre, c'était un phénomène très en vogue à l'époque édouardienne. Et des séances de spiritisme étaient souvent organisées. J'ai amené cette mystérieuse tablette égyptienne. Cet occultiste, Peter Leakey, est un spécialiste de l'histoire du mouvement spirit. Il est venu nous montrer comment se déroulaient ces fameuses séances. Est-ce que vous désirez contacter quelqu'un en particulier? Mon ancêtre Isaac. Isaac. Est-ce que c'est lui? Oui. Oh, c'est un pêcheur. Enfin, c'était. Mettez chacune une main ici. Ô vous qui résidez au-delà du voile, si vous êtes avec nous, utilisez nos mains comme portail. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Gardez votre main dessus, si vous pouvez. Nous avons bien quelqu'un avec nous. Oh. Est-ce que cette personne a péri en mer? Oui, il s'est noyé. Il s'est noyé. D'accord. Parfois, lorsque tout l'équipage se perdait en mer, ils avaient besoin que quelqu'un prie pour eux sur la terre ferme. De toute évidence, cette personne se sent perdue. Que ce soit à l'époque victorienne ou à l'époque édouardienne, la mort était beaucoup plus présente pour les gens qu'elle ne l'est aujourd'hui. La plupart des gens étaient confrontés à la mort d'un enfant ou d'un mari, d'un frère, d'une sœur, d'une mère. La mortalité était un phénomène très différent par rapport à aujourd'hui. Le spiritisme pouvait être considéré comme une source de réconfort pour les gens qui étaient touchés par le deuil et le chagrin. Tout à fait. Certains adeptes se lançaient dans des expériences scientifiques très sérieuses, à la recherche d'une preuve tangible de l'au-delà. Mais d'autres utilisaient des tours de passe-passe, comme la lévitation, et manipulaient les désirs des gens pour gagner de l'argent, comme le montre Peter. La table peut se soulever et flotter de droite à gauche. Et si vous mettez vos mains dans le dos, maintenant, la table retombe. C'est ce que les gens voulaient voir. Et beaucoup d'illusionnistes en ont profité, parce qu'ils étaient doués pour ça. Les gens ne connaissaient pas bien les illusionnistes. Pas du tout. Ils n'avaient pas vu Houdini. Ils n'avaient jamais vu les magiciens à la télé. Ils ne connaissaient pas la supercherie des caméras. En un sens, ils étaient très naïfs. Mais même Harry Houdini, le spécialiste de l'évasion de l'époque édouardienne, cherchait des réponses dans le spiritisme.
Naturellement, à la mort de sa mère, Houdini était bouleversé et il a tenté de la contacter. Il est allé consulter énormément de médiums, de voyants, de mentalistes, comme on les appelait. Et pour la plupart, ils utilisaient des tours de passe-passe, des gens cachés derrière des rideaux qui déplaçaient des objets. Alors il s'est donné pour mission de démasquer ces gens et il se déguisait souvent pour venir les voir. Et au milieu de la séance, il se levait et disait « Je sais comment vous faites ce tour ». Oui, et que de telles célébrités s'expriment publiquement sur ça, de nos jours, c'est un peu limite. Tandis que la séance se poursuit jusque tard dans la nuit, Alex et Peter essaient de garder le moral. C'est du poisson? Non, c'est du bœuf. Alors on peut se payer du bœuf? C'est l'avantage d'avoir des fermiers dans l'équipage. Ouais, je vois ça. Alors, Paul, vous avez étudié le problème du chalut? Ouais, j'ai regardé. On a beaucoup appris. Et vous êtes obligé de partir à zéro. Parce qu'à l'époque, c'est votre père qui vous aurait transmis ce savoir. Où se trouvent les bonnes zones de pêche, les zones à éviter? Ouais, les jeunes garçons apprenaient ça très tôt. Mais nous, on doit se baser sur les livres. Ça fait du bien de s'éloigner un peu de la ferme. Et c'est une expérience différente de manier la barre au lieu de manier la charrue. Ça demande beaucoup plus d'efforts que je ne pensais. Je pense que ça se ressemble un peu. La barre et la charrue, c'est le même type d'effort. As we were fishing off Havery Light, hauling and hefting and trolling all night. It's windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. I think what these fishies are saying is right. We'll haul up our gear, boys, and steer for the light. It's windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. Bravo! Dernière tentative. Si on arrive à contourner le port, on aura peut-être un courant sortant qui nous permettra d'attraper des poissons. Mais d'abord, il faut s'occuper du filet. On doit réparer les déchirures. Il faut donc que j'aille me suspendre au-dessus de l'eau en faisant attention à ne pas glisser et que je me mette à recoudre le chalut. Il était fréquent que des déchirures apparaissent sur les filets. Et même un bon chalut ne durait que quelques mois. Une fois réparé, le filet peut être remis à l'eau. À la ferme, Ruth a fait fumer les maquereaux pendant 24 heures. Ils ont l'air parfaits. Ils peuvent se conserver plusieurs semaines sans la moindre réfrigération. Pour un fermier édouardien, c'était un revenu supplémentaire qui n'exigeait pas de gros investissements. Ça ne nous a pratiquement rien coûté de faire ça. As we were fishing off Havery Light, hauling and hefting and trolling. Le chalut est à l'eau depuis suffisamment longtemps. C'est le moment de vérité. Now, skipper, you cannot catch me. Allez, les 4 bouées. Attention, vous allez plus vite que les autres. C'est bon, on le tient. Attention les doigts. On a quelque chose. Non, c'est des algues. On a pêché des algues. Ça arrive. Oh, regardez. On a attrapé quelque chose. J'arrive pas à y croire. On a attrapé des poissons. On a attrapé un poisson. Très bon à manger, ça. Vraiment? Ouais. J'arrive pas à croire qu'on a attrapé un poisson. J'étais persuadé qu'on reviendrait bredouille. Ça alors. Félicitations, Paul. C'est votre première prise avec le Keewaydin. C'est le premier poisson que j'attrape comme ça. Génial. Une bonne semaine en mer pouvait rapporter jusqu'à 2,5 tonnes de poissons qui étaient conservés dans la glace. Voilà, comme ça, il va rester bien frais.
Un seul poisson. Inutile d'essayer de le vendre, donc on va le manger à l'heure du thé. Normalement, seules les ailes des raies peuvent être mangées. Et il faut les faire tremper abondamment avant de les cuire. Ensuite, il faut retirer la peau. C'est le plus difficile. Le poisson très frais est meilleur quand on le cuisine très peu. Alors je vais seulement le faire frire très rapidement avec un peu de beurre fondu et une poignée d'ail, comme on en trouve partout à cette période. Cela fait plusieurs semaines qu'Alex et Peter surveillent attentivement cette vache. Et au moment où le reste du troupeau rentre à la maison, une surprise attend Alex. Je faisais un peu de rangement dans la réserve de bonne heure ce matin et j'ai vu le champ de loin. C'est là que je me suis aperçu que notre vache avait mis bas. C'est génial de voir ça. Ce sont des mères formidables. Et de manière générale, il est préférable de les laisser mettre bas toutes seules, dans le champ. Alors je suis content que tout soit bien passé. La naissance d'un petit, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand on a un troupeau. Et je suis très fier que nous soyons arrivés jusque-là. En ce qui concerne la pêche, nous ne sommes pas encore à la hauteur de nos ambitions. Mais ça fait plaisir de revenir à la ferme et de voir que notre activité principale se déroule sans accroc. Et voici notre poisson. Notre belle prise. Le fruit de votre travail. Ça sent bon, hein? De tous les poissons qui existent, il fallait qu'on pêche celui qui est réputé pour être plein d'arêtes. Je suis vraiment très content pour le veau. Si tôt dans l'année, ça fait plaisir d'avoir un des produits de la terre, en quelque sorte. Il est là dehors, debout sur ses quatre pattes, prêt à nous rapporter de l'argent. Oui, c'est vraiment une bonne chose. Et ça nous donne la possibilité d'aller davantage en mer. Oui, parce qu'on sait qu'on va avoir des rentrées d'argent ici. Comment ça s'est passé avec les crevettes et le fumage? Les crevettes ne m'ont pas rapporté énormément. C'était un bon rendement, mais pas extraordinaire. Et le maquereau fumé, c'est formidable. Mais c'est agréable de pouvoir compter sur plusieurs types de ressources pour gagner sa vie. Si ça ne marche pas dans les champs, on peut aller en mer et vice-versa. Et j'imagine que dans les Devon, avec la mer au nord et au sud, beaucoup de gens exploitent ces deux univers. Au moins, on n'a pas perdu le filet, Peter. On a sauvé le chalut. Parce qu'au début du XXe siècle, ça aurait coûté une fortune à un pêcheur. Une très grosse somme d'argent. Entre la barre et la charrue, vous êtes plutôt pour la charrue, j'ai l'impression. Oui, c'est sûr. Mais c'est agréable de prendre le large de temps en temps. Et naviguer le long d'un fleuve, ce serait plus reposant. Dans le prochain épisode, une école de laitiers itinérants vient nous faire partager le secret de la crème grumeleuse. Les fraises sont prêtes pour la récolte et attirent les touristes pour une célébration édouardienne de la fête de l'Empire.